Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou quelquefois leurs échecs et l'organisation toujours intéressante de leur quotidien. J'ai déjà reçu entre autres une chef d'entreprise, un pianiste, un prêtre, un historien, un entrepreneur, des cuisiniers, une thérapeute, une athlète, un viticulteur, bref, une multitude d'invités qui se livrent au micro de Goodberry pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie ou une inspiration. Cette semaine, j'ai le privilège de recevoir Christian Feniou des laboratoires du même nom. Le laboratoire Feniou, c'est le premier laboratoire de plantes et de phytothérapie au service des particuliers et des praticiens. Avec plus d'1 million de clients par an, selon son président, c'est une success story impressionnante. Je suis très fier d'accueillir Christian Feniou au micro de Goodberry. Autodidacte et précurseur, on le dit visionnaire, un peu provoque et toujours passionné de sport. Il nous confie qu'il se rêvait maçon ou paysan, mais qu'un livre sur les plantes changea sa vie et son imaginaire d'enfant. Vous allez entendre et comprendre comment les laboratoires Feniou sont nés, découvrir dans le détail la genèse de cette épopée et sa stratégie commerciale. On a parlé de plantes et de phytothérapie bien sûr, mais aussi de Poulidor, des frères Bogdanov, des procès à répétition, mais aussi d'espérance de vie, de dopage aussi, et bien entendu de Châteauroux et du Berry. Vous allez découvrir un homme au franc-parler qui a toujours un regard lucide et bienveillant sur le monde qui l'entoure. Allez, j'arrête de parler et je vous embarque à la rencontre de Christian Feniou, un anticonformiste qui aime convaincre. Goodberry, c'est parti. Bonjour Christian Feniou. Bonjour, merci d'être venu. Je suis ravi de vous accueillir sur le podcast et puis très fier aussi. Le laboratoire Feniou a relevé de nombreux défis dans son histoire. Vous étiez un enfant qui aimait les défis ? Ah, complètement, oui. J'ai jamais fait comme tout le monde. Toujours par défi, je veux dire, vraiment toujours par le vrai mot du défi, quoi. Je veux dire, je veux pas faire comme tout le monde. Si je change la normalité, c'est pour faire mieux. Pas pour embêter les autres, pas par esprit de contradiction primaire, c'est pour essayer de faire mieux. Dès tout petit, vous aviez ça ? Toujours, ouais. C'est inné, quoi. Il y a dû avoir des gènes, j'en sais rien. On va demander à ma défunt mon père. Mais oui, j'ai toujours... vous savez, j'ai appris, comme tout à chacun, même si beaucoup n'aimaient pas ça, à réduire des fractions, même des dénominateurs. D'accord. Et il y avait une méthode. Et moi, j'avais trouvé une méthode. Et mon prof me dit, surtout, tu fais pas ça un jour d'examen. Hein. D'accord, je l'admets, je comprends pas ton truc, ça va plus vite, je te l'admets, mais tu fais pas ça un jour d'examen parce qu'ils vont te mettre un beau zéro. Donc, ça resté dans ma mémoire, ça. Okay. Et j'ai toujours mon prof. Pour vous dire même que mon premier instituteur, je le vois régulièrement, je l'ai régulièrement au téléphone. Et je l'ai fait venir plusieurs fois au laboratoire pour des fêtes du laboratoire. Quoi. Vous étiez bon élève ? Ben, je dois dire que j'étais peut-être même très bon élève. Ouais. Je faisais l'andouille, mais mon boulot, c'était mon boulot. Et je voulais toujours être le premier. Hein. Donc, c'est un esprit aussi de compétition, je veux dire, vouloir être le premier. Et à cet instituteur, je lui ai fait corriger mes fautes d'orthographe, voire de français, de mon premier bouquin. J'avais 23-24 ans. Et ils en étaient très, très, très fiers. Et là, je suis en train de faire un bouquin sur Alzheimer. Puis je me dis, maintenant il a 86-7 ans, donc j'ose pas trop, quoi. J'ose pas trop qu'il profite de sa retraite. Cependant, il est en bonne santé physique, très bonne santé mentale. Mais bon, je veux pas l'embêter. Je sais que d'un côté, s'il ferait plaisir, de l'autre côté, j'ai peur de l'enquiquiner. Donc, je suis entre l'arbre et l'écorce, mais je crois que je veux pas le faire. Ah, ok. Quand vous étiez petit, vous aviez un métier de rêve en tête ? J'en ai eu plusieurs. Je vais vous faire marrer. Quand j'étais gamin, je rêvais d'être maçon. Ah oui. Ouais, c'est étonnant quand même. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est un art, c'est quelque chose qui reste de génération en génération. Et ça me plaisait. Le fait de construire ? Le fait de construire. Mais ce que j'aimais, le métier de paysan, je l'ai au bout des doigts, quoi. Aujourd'hui, je refais un très, très, très grand jardin. Les rangs, ils font 100 cm. Alors, est-ce qu'on peut parler de jardin ou autre, hein ? Mais bon, c'est une autre dimension. J'y passe plus de 2 heures par jour. D'accord. Et mes samedis, et une partie de mon dimanche, après le vélo. La terre, c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Quand je serai en retraite dans 6 ans, je pense que j'aurai un très grand jardin, encore plus grand. Je sais pas ce que je ferai de mes légumes, j'en sais rien. Mais bon, c'est le plaisir de faire. D'accord. Et vos parents, ils faisaient quoi ? Mes parents étaient agriculteurs.
Il faisait de l'agriculture et puis de l'arboriculture. C'est peut-être ce qui a déclenché ma vocation. Alors le pourquoi, j'en sais rien, parce que j'ai beaucoup réfléchi étant adolescent. Mes parents donc faisaient de l'arboriculture et ils traitaient les pommes une vingtaine de fois, quoi. Mhm. Et moi, tout gamin, ça m'irritait. Ça m'irritait, je disais, mais tiens, mais c'est des produits chimiques, et j'y connaissais rien en chimie, bien sûr. Hein. Mais je dis, c'est pas bon pour la santé. Un gamin de 8-10 ans, bien sûr, la chimie, il connaît pas. Mhm. Mais ça m'horripilait quelque part. C'est peut-être ça qui m'a poussé dans la phytothérapie. Mais mon père, pourtant, aimait bien la phytothérapie. Pardon, avant on parlait d'herboristerie et on parlait de tisanerie. Il n'y avait pas de galénique, on ne mettait pas les plantes en sirop, quoique. Tout gamin, j'étais passionné par l'herboristerie. Tant et si bien que cet instituteur dont je vous parle m'a offert pour la distribution des prix en fin juin un livre qui s'intitule « Le monde des plantes ». Et dans ce livre, il y avait tout un tas de plantes et d'arbres, machin. Il y avait l'arbre le plus haut du monde, le plus gros du monde. Il parlait des plantes oléagineuses, il parlait de mille et une plantes. Et puis, il y avait, je sais pas, une quinzaine de pages ou une vingtaine de pages sur les plantes médicinales. Et dans ces plantes médicinales, on pouvait lire que l'angélique était favorable pour les ballonnements, pour les dyspepsies, pour les problèmes digestifs. Que je sais pas moi que la mauve était une plante émolliente pour les voies bucco-pharyngées, etc. Mm-hmm. Et donc je me dis mais c'est pas. Puis il y a une bonne partie de ces plantes que je connaissais déjà. Donc c'était globalement des plantes françaises, accessoirement européennes. Donc il n'y a pas de hasard si je les connaissais. Et donc, je me dis, mais c'est quand même incroyable, on peut soigner avec des plantes. Et quand t'es gamin, c'était en 1964, l'année du grand combat Anctil-Poulidor dans le Puy-de-Dôme. Et quand on est gamin, on se dit, putain, mais pourquoi prendre des médicaments? Je veux dire, ils sont là, il faut se pencher pour les ramasser, quoi. Donc, il y a beaucoup de naïveté là-dedans, bien sûr, quand on est gamin. Et je me dis, mais c'est extraordinaire, quoi. Je dis, on peut soigner les gens avec des plantes. Alors, bien sûr, à cette époque-là, je savais pas qu'on ne soigne pas tout avec les plantes, c'est pas vrai. Ou, si on soigne tout avec les plantes, notre connaissance actuelle est limitée. Mm-hmm. Donc, on pourrait peut-être soigner. Pour vous donner, on a les premiers médicaments qu'on a fait pour le sida. Ça s'est fait avec du Taxol, qui est un extrait d'if. Vous savez, c'est l'espèce de sapin qui pousse dans les cimetières. Pour faire un médicament pour soigner un sujet atteint du sida, il faudrait 15 ou 20 arbres. Donc, ils ont essayé de synthétiser la molécule, mais ils n'y sont pas parvenus. Pas possible. On n'arrive pas à tout synthétiser, et donc à tout recopier, tout répliquer, donc l'échec parfait. Et donc maintenant, ils ont des produits de synthèse qui marchent plus ou moins bien. D'accord. Et si je reviens à l'arboriculture, vos parents, ils voulaient que vous repreniez... Oui, parce qu'on est 3 frères, et je suis le dernier. J'étais le seul qui était capable de monter sur le tracteur et d'aller traiter les pommiers ou monter sur la moisse-batte. Alors peut-être que j'étais le dernier, j'en sais rien, mais non, parce que j'aimais la terre. Mm-hmm. Je pense que, et bon, ils l'ont vu tout de suite, les parents. Quand j'ai eu 17-18 ans, je dis, papa, tu fais des cerises. En Vendée, ça fait déjà 3 semaines qu'ils les vendent. Maintenant, ils valent 3 fois moins cher, tes cerises. On peut pas gagner sa vie comme ça. Je voyais pas d'avenir dans l'arboriculture, surtout la polyarboriculture, dans l'Indre. Le feuille du pommier passe encore, du poirier, admettons, mais des primeurs, des cerises, des prunes, non. Quand ils sont bonnes à vendre, ils valent plus rien, quoi. Je voyais pas trop l'intérêt. Donc, j'ai pas voulu continuer l'exploitation agricole. D'accord. Et vous décidez d'aller dans quel domaine après vos études? J'avais quand même un fort caractère. À 20 ans, je me dis, je me barre. Je m'en vais, je me barre. Et je suis venu à Châteauroux et j'ai fait le tour de la zone industrielle et j'ai trouvé un job. Le jour même, j'ai trouvé ma piole et mon job. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis bon, je n'avais pas continué toute ma vie à travailler dans une usine. C'était pas ma vocation, mais il fallait croûter, il fallait vivre. J'ai fait quelques années chez Hydro-Aluminium et puis j'ai trouvé une opportunité, quelque chose qui me passionnait. C'était l'enfance inadaptée. J'ai travaillé 2 ans dans un IMP, IMPRO, et ça m'a passionné. Je voulais pas en faire carrière, je voulais découvrir. Je dis bon, maintenant, pour y passer ma vie dans les IMP, IMPRO, j'ai
vu une annonce, ils cherchaient un visiteur médical. J'écris, je suis retenu, ils me demandent de les contacter, je vais à Paris, on était une quinzaine, et j'étais en finale. Et puis dans tous les produits qu'ils proposaient, il y avait un produit de phytothérapie, tout le reste c'était de la synthèse. Mm-hmm. Et puis à la finale, je dis, écoutez, non, vous vendez trop de synthèse, ça me fait chier. Bon, donc je laisse ma place au dernier, hein, il était tout content lui. Bon, 1 ou 2 mois après, rebolote. Je tombe sur le même mec, même recruteur. Alors, elle me disait pas me faire le coup, ça je dis, j'en sais rien, qu'est-ce que vous avez à promouvoir? Alors, il dit, vous devriez quand même être mal regardant. Pour moi, vous avez des qualités, vous devriez être mal regardant. Il fait ses éliminations, je retombe en finale. Et je lui ai refait le même coup. Et il me dit, écoutez, j'ai bien compris, si je trouve un laboratoire de phytothérapie, je vous contacte directement, il n'y a pas de... Vous rentrez directement. Si j'en trouve un, vous rentrez directement. Je dis, d'accord, ok. Mais moi, dans ma petite tête, je dis, oui, c'est une manière bien polie de me dire, tu m'as fait chier 2 fois, va te faire voir. Et manque de bol, c'est que peut-être 2-3 mois après, il me téléphone, il me dit, j'ai trouvé un laboratoire qui recherche des visiteurs médicaux. Ce mec, vous me l'aviez caché, il a lu votre bouquin. J'avais écrit un bouquin sur la phytothérapie. Enfin, ce mec, ce docteur, vous êtes convoqué rue je ne sais plus comment, à Paris. Bon. Je me pointe à Paris et il tombe sur ce PDG qui rigolait pas trop. Puis il me pose plein de questions sur la phytothérapie, puis je réponds. Et puis à un moment donné, il me dit, vous connaissez l'Arpagophytum? Aujourd'hui, tout le monde connaît. En 80, personne ne connaissait. Et je dis non. Et puis là, mon orgueil en prend un coup quand même. Et je dis non, je ne connais pas du tout. Faut m'en dire un petit peu plus. Et je dis où que ça pousse? Elle me dit en Namibie. Moi je connais un bon anti-inflammatoire en Namibie. Elle me dit alors c'est quoi votre anti-inflammatoire? Je dis c'est la griffe du diable. Il m'a pas dit signer là, mais presque. Parce que j'avais oublié le nom latin. Et c'est l'une des rares plantes où on utilise toujours le nom latin. Quand vous parlez de la verveine, vous parlez de la verveine. Quand vous parlez de l'amande, vous dites pas Mentha piperetta. Quand vous parlez du pissenlit, vous parlez pas de Taraxacum. Eh bien, l'Arpagophytum, on emploie toujours le nom latin. Il a souri. Il me dit, voilà, moi, je suis docteur vétérinaire. Je me lance dans la phytothérapie. J'étais 40 et quelques dans le labo. Il dit, je fais des comprimés de plantes. Je cherche quelqu'un qui connaît la phytothérapie. Ça veut dire qu'il fallait voir les médecins puis les convaincre. Oui. Ça n'a pas de problème. Mais il dit, c'est que j'ai rien. Puisque vous connaissez si bien la phytothérapie, vous allez me faire des supports pour donner aux médecins. Et puis, quand vous aurez fait ces supports, vous en avez pour une semaine, hein. Il ne mégote pas, lui. Je dis, je vais les faire, vos supports. Je me pointe à Nice, je fais les brouillons, j'écris, hein, puis après une dactylo, une secrétaire qui tape, et puis après il me met ça sur l'imprimeur, enfin, le coup classique, quoi. Il me dit, vous allez travailler à Paris. Je dis, à Paris, c'est pas là le meilleur marché, hein. En vérité, c'est que ça m'emmerdait, Paris. Alors, je dis, non, c'est pas là le meilleur marché. J'ai le meilleur marché, c'est la province, hein. Et je dis, je suis tellement sûr de moi que si je me loupe, dans 1 mois, me foutez à la porte. Et ça l'a marqué à vie, il l'a dit peut-être bien 10 fois à mes secrétaires, là. Ça l'a marqué à vie, c'est la première fois qu'on me dit ça. Vous échoue, au bout d'un mois, vous me lourdez. Mais c'est vrai que j'étais tellement sûr de moi que j'allais gagner. Intelligent, il me dit, écoutez, vous allez faire vos premières âmes en province. Vous avez raison. Vous allez prendre quelques claques. Après, quand vous serez un peu plus rendurci, vous irez à Paris. Bon, ok. J'ai tous mes supports arrivent, tout ça. Et je vais visiter tout Bib de l'Indre. Et je fais un hyper carton. À Châteauroux, 80% des médecins ont prescrit de la phytothérapie. Argenton, 8 sur 8. Pof. Elie Casala, que vous n'avez peut-être pas connu, je demandais ce qui arrivait. Il téléphone au labo, parce que c'était pas référencé au CPC, qui est devenu Alliance Santé. Donc, ils ont téléphoné à Nice, là-bas, à Arco Pharma, qui s'appelait Arcochim à l'époque, et il dit, je sais pas ce que vous avez fait, vous avez embauché combien de mecs, on n'a pas de camelote, il faut référencer le grossiste, et puis il dit, moi je veux beaucoup de références dans ma pharmacie, Elie Casala. Donc, ils se démerdent comme ils peuvent, ils font venir de Gus à voir le CPC, le grossiste en pharmacie, ils référencent le truc, et ça y allait. Et ils comprenaient pas, puis au moins, au bout d'un mois,
J'ai téléphone, je dis au fait, vous me gardez ou vous me lourdez? Je suis pas provoque. Hein. Alors il a eu un petit sourire. Et en vérité, je n'étais pas embauché par Arco-Pharma, mais par une société de prestation de services. Pour 6 mois. Il m'a arraché de la prestation de service au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois, il m'a arraché de la prestation de service. Ah, mais c'est pas mal votre truc. Continuez comme ça. Il m'a filé 2 belles primes et ça marchait du feu de Dieu. Après, j'ai eu une idée. Je dis, je vais les faire rembourser ces trucs-là. C'était pas remboursé. Je vais les faire rembourser. Je dis, on va faire ça en préparation magistrale. Je dis au Toubi, vous marquez, je sais pas, moi, PM, préparation magistrale, Arpagophytum, mettons, 335 mg, Equisetum, c'est de l'après, 170 mg, QSP 1 mois, et c'est remboursé. À l'époque, c'était remboursable et remboursé. Alors là, hyper carton. Ah, il me dit, vous devriez me monter une équipe de visiteurs médicaux. Bon, j'embauche 10, 12, j'en sais plus rien. Et puis, au bout de 6 mois, il me dit, c'est des connards, vous, mecs, là. Vous allez me virer ça, c'est des connards, ils me coûtent de l'argent. Ils comprennent rien. Les Toubi, d'abord, ils comprennent rien. Bah, pas tous, vous voyez, moi, ça marche. Ouais, peut-être vous, mais eux, ça marche pas. Donc, ils sont nuls. Alors, vous me virez ça. Bon. On va voir des RH. Et on vire les 10 ou 11 ou 12 visiteurs médicaux. Et puis, je sais pas, moi, 7, 8, 9 mois après, il me voit, ah, Christian, les temps changent. Faudrait peut-être que vous me rembauchiez. Bon, re-annonce, truc, et resélection. Et puis, il m'a fait le coup 4 fois. Les pharmaciens, c'était des cons, les Toubi, c'était des cons, les visiteurs médicaux, c'était des cons. Alors, je dis, moi, il y a un truc qui m'arrangerait, c'est que vous me fassiez une hiérarchie des cons, parce que je n'y comprends rien, moi. Et ça le faisait quand même un petit peu sourire, parce qu'il rigolait quand il se brûlait. Mais c'était un mec extraordinaire. Un bosseur, un génie. C'est pour ça que je l'aimais bien. Après, moi, ça me faisait chier d'aller voir tout un tas de médecins. Ce que je faisais, je faisais des réunions de médecins. Dans un nouveau un truc comme ça, j'en réunissais 25 ou 30. Je leur parlais des produits. Et c'était beaucoup plus payant encore que d'aller de faire du porte-à-porte, aller voir les toubibs. Donc, ça marchait du feu de Dieu. Alors, c'est vrai que moi tout seul, je faisais plus de chiffres qu'une dizaine de visiteurs médicaux. Hein. Mm-hmm. Et puis, j'étais tellement motivé, j'ai monté une école de phyto, qui fut la 2e école en France, à Bordeaux, qui a émigré après à Saint-Émilion. C'était une question de parking. On était emmerdés à Bordeaux. À Saint-Émilion, il y avait de la place. Puis, c'était plus bucolique. Oui, plus de vin. Voilà. Donc, on a monté cette école. Et puis, en parallèle de mon job, et je faisais des polycopes, c'est encore du sacré travail, mais quand tu es motivé, tu travailles 12 heures par jour. Le boss, un jour, il me dit, Christian, il faut venir à Nice. Je vous trouve un pavillon, je trouve un boulot pour votre femme, faut venir à Nice, pour faire des voyages comme ça tout le temps. Vous allez me faire des bouquins de vulgarisation pour le grand public. Des bouquins, je veux bien vous faire des bouquins, ça me pose pas de problème. Habiter Nice, des clous. Comment ça, des clous? Écoutez, vous me faites chier avec votre Châteauroux. À Nice, vous avez le soleil, vous avez la montagne, vous avez la mer. Ah ouais, mais ça, si je viens bosser à Nice, c'est pas pour me mettre les doigts de pied en éventail. Et en plus, la plage, ce sont des galets. Ça aussi, ça l'avait marqué, il l'a dit aux filles, là, à mes secrétaires. Il dit, c'est quoi la solution? Il dit, il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Faut qu'on se quitte. Vous êtes fous. Ça fait aussi partie de l'expérience de faire des conneries dans la vie. Donc, mais écoutez, on va pas se précipiter. On dit que la nuit porte le conseil. Demain matin, je viens vous voir dans votre bureau. Et le lendemain matin, je vais dans son bureau. Puis j'ai dit, et je fais exprès, je parle un peu en argot pour le désarçonner, je me fais la valise, je me casse, je me note chat, je me trie, je me cavale, je me fais la paire. Mais vous êtes dingue. Oui, je vous l'ai dit hier, faut aussi avoir de l'expérience dans la vie. Donc, qu'est-ce que je vous demande? Je fais mes 3 mois de préavis, vous me payez ce que vous me devez. Par contre, après, je continue, je serai plus chez vous, mais je continue mes études cliniques, ou vos études cliniques, comme vous voulez. Et puis, j'ai duré 4 mois après mon préavis. Et j'ai monté Feu sur cette idée que j'avais pensée dans la nuit où j'ai dit la nuit porte le conseil. Et c'était de faire de la prescription et chanter à la pharmacie sur une idée qui était toute conne. À l'époque, on disait la phyto, c'est peut-être bien, mais c'est cher. Quoi qu'elle était remboursée quand je la faisais prescrire, mais si on ne la faisait pas prescrire, elle n'était pas remboursée. En chantant à la pharmacie, on va économiser un peu de sous. Donc, les gens, ils vont payer beaucoup moins cher. Et ce qui s'est fait. La prescription arrivait chez moi et moi, j'envoyais le produit. D'accord. Tout simplement. L'idée était née. Elle est même copyrightée, c'est-à-dire qu'elle est protégée. Il y en a plein qui ont
qu'on fait comme moi. Hein. Quand une idée marche, après, tout le monde essaye d'en faire autant. Hein. Quand j'ai gagné un peu de sous, après j'ai commencé à faire construire, et puis après j'ai acheté du matos. On est parti comme ça, quoi. Je suis parti avec les 2 filles, là, et c'est moi qui faisais le VRP, ou le visiteur médical, comme on veut. Et puis après, j'ai embauché un mec, 2 mecs, 3 mecs, puis aujourd'hui on est 150, quoi. Ouais. Et si on revient sur ces années, dès que vous commencez en usine, par exemple, quel principal enseignement vous retenez de ces années ? L'enseignement, ça m'a permis de comprendre, quand j'étais patron, que c'est pas toujours simple non plus d'être ouvrier. Ouais. Il y a aussi des angoisses, c'est un budget qui est quand même limité. Et même si on est 40 ans en arrière, ça t'apprend à être humble et à comprendre ce que peut comprendre un ouvrier, quel qu'il soit. Puis bon, je suis resté dans leur peau. Hein, je veux dire, j'ai pas changé. Moi ici, ils m'adorent. Hein. Ils m'adorent. Il y a qu'un truc qu'ils ont peur, c'est que je parte en retraite, quoi. qui est logique. Hein, logique. J'ai 68 ans aujourd'hui, mais j'ai un très 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 bon rapport avec. Je veux dire, j'ai des gens, je ne vais pas dire d'exception, mais presque. Hein, je veux dire, c'est des gens qui sont dévoués, impliqués dans leur boulot. Alors, il y a toujours 3-4 traînes de la patte, ça c'est sûr, hein, mais globalement, c'est une super équipe. C'est une super équipe. Et quand vous êtes VRP ou visiteur médical, vous avez jamais voulu être praticien ? Un petit peu, mais c'est pas. Non, c'était pas. C'est pas mon truc. Moi, j'aime convaincre. J'aime convaincre. Et la visite médicale me plaît, et encore aujourd'hui, ça me manque. Alors aujourd'hui, les idées sont pipées, parce que je suis le boss. Quand je vais voir un toubib, j'ai parole d'évangile, quoi. Puis je peux lui dire, oh, tu déconnes là, hein, ça se fait comme ça, comme ça et comme ça. Hein. Donc, faut pas raconter de conneries, les copains là. Hein. Et vous vous occupez de la formation de vos visiteurs médicaux ? Non, par principe. Je l'ai fait, maintenant je le fais plus. Est-ce que je suis moins crédible étant le patron, on va dire oui, mais il vend sa soupe. Je veux plus le faire. Maintenant j'ai quelqu'un qui le fait. D'accord. Mais bon, des fois je remets les pendules à l'heure quand même. Hein, mais globalement, je veux pas. C'est pas moi qui gère la formation. Et si on parle de grands professeurs, vous avez eu des mentors, vous ? Alors oui, je veux dire que Luc Montagnier ne me laisse pas indifférent. Joyeux non plus. Il l'est à tous les sens du mot. Et Christian Perron, bien sûr, qui m'impressionne. Moi, j'ai lu son premier bouquin. Je viens de l'acheter. J'ai encore pas ouvert. Décidément, ils n'ont toujours rien compris. Et au-delà de ces mentors, vous avez des modèles dans la vie ? Bien sûr, j'étais polydoriste, mais bon, ça ne m'empêchait pas d'aimer Anquetil, mais j'aurais préféré que ce soit Anquetil Polydor qui gagne. Parce que c'est quelqu'un de la campagne ? Est-ce que c'est un homme, oui, de la terre ? Ouais. Plus qu'Anquetil, c'est le gentleman, est-ce que l'autre est plus un homme de la terre c'est pas ce qu'il est de la région, hein. C'est plus un homme de la terre, puis il a un nom qui sonne bien, en plus, vous l'avez, parce qu'il est décédé. C'est vrai que, moi, c'est Polydor qui m'a amené au vélo, hein, c'est certain, hein. Par contre, il était deuxième. Il a fait plus de places de premier que de deuxième. Et en plus, il fait moins de places de deux sur le Tour que Job Zoetemelk. Par contre, c'est lui qui fait le plus de podiums. Il y a 1, 2, 3. De tous les coureurs depuis 1903, c'est lui qui a fait le plus de podiums. Mais c'est vrai que c'est l'éternel second, le polydorisme, c'est rentré dans le Larousse. Vous l'avez bien connu ? Oui, je l'ai bien connu. J'ai partagé des longs moments avec lui, moi, je l'ai vu la dernière fois à un repas à Paris, 7-8 mois avant qu'il parte. Et il y a un enseignement de Polydor qui vous a servi, vous, dans votre vie professionnelle ? L'enseignement, c'est sa bonhomie, sa simplicité. Hein. Je veux dire qu'il ne roulait pas les mécaniques. Il était bon au poker, il a plus Anquetil et Merckx. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais oui, c'est vrai, c'est la simplicité et son courage qui me plaît en lui, quoi. D'accord. Je vais revenir au business. Vous nous dites avoir choisi la stratégie de prescription médicale plutôt que la grande distribution. Vous pourriez vendre les produits en grande distribution ? Je vais vous dire, il y a un monsieur qui s'appelle André Jo, qui est décédé maintenant, qui était le bras droit d'Édouard Leclerc. Il est venu ici avec son avion et m'a dit « Christian, je veux tes gélules ». Il est venu ici, alors pourquoi il est venu, vous allez me dire, je vais vous l'expliquer. C'est le cousin de Gilles Mallard, qui était président du club de mon club. C'était son cousin, donc il me l'a amené là. Et il m'a amadoué, il m'a emmené faire un tour d'avion autour du Blanc, machin truc. Et Christian, je te mets dans tous mes magasins. Je dis, écoute, moi, pas de problème,
Mais tu n'auras pas des phénugélules, tu auras des leclergélules. Des phénugélules, tu n'en auras pas. Non, c'est des phénugélules que j'ai. Bien sûr, parce qu'il avait des prescriptions qui venaient, il y a des gens, au lieu de me l'envoyer à moi, ils allaient chez lui. Ça n'a jamais été une tentation, là. Non, parce que c'est... Il n'y a pas de science là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la science. Pourquoi la prescription? Parce que c'est bien conseillé. Quand on fait d'automédication, on peut se tromper. Mais quand on se trompe, on ferme sa gueule, on ne dit rien. Mais ça peut être un discrédit à la phytothérapie. Dire, tiens, j'ai pris ça ne m'a rien fait. Ah oui. Donc moi, je voulais de la science. J'ai toujours voulu de la science. Dans tout ce que j'ai voulu de la science. Apporter de la science. J'ai monté une école de phytothérapie, c'était aussi pour ça. La grande distrib, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Même si je sais pertinemment que je gagne moins d'argent que si j'étais en grande distrib. Oui. Mais c'est pas mon truc. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Je voulais qu'on parle de Christian Feniou, chef d'entreprise. Quels sont les indicateurs que vous regardez en premier, qui sont les piliers de votre management, vous? Moi, je sais chaque jour que chaque visiteur médical a fait prescrire. Son chiffre d'affaires, je le sais, et les produits qu'il a prescrits, qu'il a fait prescrire. D'accord. Informatiquement. Oui, bien sûr. Tous les soirs, je pourrais leur dire, aujourd'hui, tu as fait ça. Bon, j'en finirai pas au téléphone, mais je veux dire, théoriquement, je peux le faire. Du reste, je leur envoie chaque semaine et chaque mois un détail de ce qu'ils ont fait. D'accord. Enfin, pour moi, personnellement, mais la direction commerciale. Puis ça vous donne une tendance? Ça me donne une tendance, oui. Des produits leaders ou pas leaders, en fonction aussi de certains paramètres, certaines saisons. D'accord. Et quand vous êtes attaqué par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour exercice illégal de la pharmacie, je crois, c'était ça? Oui, jamais de la médecine, de la pharmacie. De la pharmacie, oui. Vous avez eu peur pour votre entreprise? J'ai jamais peur, moi. J'ai jamais peur. Et mes employés m'ont soutenu. Ils sont promenés à Châteauroux pendant que j'étais parti en voyage, je sais plus où, avec des cercueils, des conneries, enfin un truc. Et ça les a troublés. En fait, ici, mon personnel, je suis là. Donc, mentalement, ils n'ont pas trop souffert. Au contraire, ils ont envie de m'aider. Mais les gens de la route, je ne les vois pas tous les jours. Et là, c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué pour les remotiver. Et ça m'a emmerdé. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Vous pensez que ça a aussi soudé l'entreprise, tous ces procès? L'entreprise du siège, c'est certain. Ouais. L'entreprise de la route, j'oserais dire, pas vraiment. Beaucoup sont des mercenaires. S'ils peuvent trouver mieux ailleurs, ils y vont. Mais j'en ai vu, moi, qui partaient ailleurs puis qui sont revenus chez moi. C'est qu'une victoire. Un peu, oui. Mais il ne faut pas le faire voir. Quels sont vos rapports avec les pharmaciens de Châteauroux? Moi, je veux dire, ils sont très gentils avec moi quand ils me voient. Donc après, on l'interprète comme on veut. Mais ils sont très gentils avec moi, très cordiaux, très corrects. Et dans tout ce parcours fait de succès, est-ce que vous avez eu des échecs? Bon, on pourrait dire que les procès que j'ai perdus, ce sont des échecs. Dans un tour, on ne gagne pas toutes les étapes. Donc, il suffit de gagner le général. Ben là, c'est pareil, quoi. J'ai fait des coups dans ma vie. J'ai les pâtes hyperprotéinées. Bon, ça, c'est... Ils se sont foutus de ma gueule, mes commerciaux. Ils disent ça, vous n'y arriverez jamais. Bon. Et il y a un petit pourcentage qui a réussi. Puis un jour, j'ai eu un coup de fil d'une bonne femme qui a essayé de m'avoir, je ne sais pas combien de fois, elle n'était jamais là. Et puis elle me dit, vos pâtes, ça m'intéresse. Ah ouais, bah, c'est gentil. Elle dit, mon mari, il a perdu 7 kilos. Bah, j'ai dit, s'il en avait 8 à perdre, c'est bonheur. Elle me dit, je vais vous en acheter des smirmorques. Ah, je dis, là, je suis en train de me faire baiser. Il y a quelqu'un qui me fait une blague. Comme moi, j'en fais pas mal. Je savais pas qui c'était. Alors, j'essaie de savoir. Je ne voulais pas cracher le morceau. Et puis, à un moment donné, elle a bien craché le morceau. Elle me dit, je suis acheteuse pour M6. Et il me faut ça dans 1 mois et demi. Ah, bon, là, c'est du sérieux, là. Et on s'est démerdé. Et c'est le produit, encore aujourd'hui, qui a fait le plus de ventes chez M6. Par contre, ce que j'avais pas prévu, c'est que mon paquet de pâtes, il y avait 15 rations dedans. Ça faisait 20 cm au cube. C'était pas ça, hein. A fortiori ça. Donc, il a fallu que je loue des barnums pour mettre les pâtes. Et ils m'en prenaient deux smirmorques par semaine. Donc là, j'ai fait un coup, là. Et c'était pour faire du téléachat? Oui, j'ai fait du téléachat. Ça a super marché, super bien marché. Tant et si bien que même TF1, 7-8 mois après, il m'a téléphoné pour en avoir. Et j'en ai fait pour peut-être une 50aine de sociétés différentes. Enfin, quand j'ai fait, j'ai sous-traité. En Italie, c'est Pâtes, et puis en France, Alpina.
J'en ai fait des quantités industrielles, ce qui m'a permis de me payer ma dernière usine au fond là-bas. Là, j'ai fait un coup. Il y en a qui gagnent au loto, moi j'ai gagné un coup, vraiment gagné beaucoup d'argent avec ses potes. Et vous, est-ce que vous auriez aimé être chercheur ? La recherche me passionne. Là, je suis en train d'écrire un bouquin, j'allais dire un peu révolutionnaire, parce que je me bats, mais là j'ai choisi, le hasard a fait bien les choses aussi, j'ai choisi un sujet où qu'on me fera pas chier, c'est Alzheimer. Ouais. Et donc j'écris ce bouquin, je suis en phase finale, je dirais que fin juillet, le manuscrit est fait, est fini. Même si je m'y mets pour 2-3 jours, mais il faut que j'ai un peu de temps et en ce moment je suis un peu débordé. Et après, je le donne à l'éditeur et puis je sortirai ça pour janvier, quoi. Et vous qui travaillez tout le temps sur la santé, vous avez peur de vieillir ? Mais peur, non, mais j'y travaille. Est-ce que j'ai un produit qui s'appelle Longue Vie ? Je suis allé hier à Paris emmener deux cobayes, 2 personnes qui fait oui, ça fait 6 mois, donc c'est fini. Et j'ai un complexe polymoléculaire et qui permet de rallonger les télomères, qui sont notre témoin d'espérance de vie. Pour allonger les télomères, il faut booster des enzymes qui s'appellent télomérase. J'ai pensé que mon complexe allait le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une préétude entre copains, j'ai dire. Entre copains, mais fait par un grand spécialiste à Paris et qui fait tout un tas de tests. Et on envoie les prises de sang au Centre mondial des télomères à Madrid. Et dans cette étude, on a remarqué que, on rallongeait les télomères, ça c'était bien, mais 2, on améliorait de manière considérable la compliance, c'est-à-dire la souplesse des artères. Mais le produit est assez cher. Ça, je n'avais pas deviné, je n'avais pas pensé. Donc, mais là, on est en phase finale d'une étude clinique qui est encore de 7-8 personnes, qui ont encore 2-3 mois de traitement. Et donc, en fin d'année, on aura tous les résultats et on publiera probablement en janvier. D'accord. Et quand vous parlez d'espérance de vie, vous pensez que c'est détectable ? Je vous fais une prise de sang, j'envoie ça à Madrid. Alors, j'ai pas le droit de vous le dire. Déontologiquement, j'ai pas le droit de vous le dire. Mais à plus ou moins 2 ans, oui. Sauf l'accident, j'entends. À plus ou moins 2 ans ? À plus ou moins 2 ans. C'est-à-dire que je vais vous dire, tu vas canner à 90 ans, à plus ou moins 2 ans. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Par contre, on va vous dire, il y a 2 facteurs. Pendant les 6 mois de traitement, eh bien, vos télomères, ils vont rester stables. Grosso modo, dans notre langage, ça veut dire tu as gagné 2 ou 3 ans de vie. Maintenant, s'ils ont pris tant de paires, enfin, ils ont un petit peu rallongé, vous allez gagner tant de vie. Sur des souris, on a doublé l'âge des souris. Doublé. Alors, il y en a, bien sûr, j'ai des copains que vous connaissez. Ah, putain, Christian, c'est extraordinaire. Faut faire de la com là-dessus. On peut vivre 180 ans. C'est les frères Bogdanov, notamment Grishka. Et je dis, bon, arrête tes conneries, parce que ça ne va pas nous servir. Donc, oublie, moi, je veux bien gagner 15-20 ans. Mais ça me plairait, intellectuellement, ça me plairait. Et même si c'était vrai, qu'on pourrait vivre jusqu'à 180 ans, je ne le dirais pas. Est-ce que dans l'esprit de la planète, je deviens un charlot ? Je ne suis pas crédible, on ne peut pas me croire. Que je gagne une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on me croira. Mais si je dis on va doubler, on ne va pas me croire. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Donc, faut être modeste. Aujourd'hui, je ne peux pas encore vraiment parler, parce que je n'ai pas l'étude finie aujourd'hui. Mais je pense qu'on va gagner facilement 15 ans. Mais en bonne santé. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, je ne sais plus, qui c'est qui m'accompagnait ? Ah oui, il y a un mec là, qui a 50 et quelques années, il dit au Toubib, il dit, est-ce que ça pourrait jouer sur l'arthrose, mon produit ? Et je lui dis, écoute, ça intéresse toutes les cellules.
Donc, tous les télomères. Et aussi tes mitochondries, qui sont tes batteries énergétiques. Il faut une bonne santé des mitochondries. Le problème du cancer. Le cancer, dans vos mitochondries, vous avez de l'énergie qui vient du sucre, mais il s'oxyde. Et donc, ça fait des radicaux libres. Et les radicaux libres, ils font vieillir la paroi de la mitochondrie. Ils passent à travers, ils vont contaminer une autre mitochondrie. Et puis, c'est par millions. Hein. Et sachant qu'un radical libre, ça vit un centième de seconde. Oui. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant, quoi. Et il y a 30 ans, on disait, mais ceux qui parlaient des radicaux libres, c'était des farfelus, des fous, quoi. Et puis maintenant, c'est bien rentré dans la science, quand même. Est-ce qu'il y a un livre, un tableau, une pièce, un film qui vous touche? Un livre, non. Des livres, oui. Des livres sur le cyclisme ou sur l'automobile, ça me passionne. Dans le sport automobile, j'ai eu aussi comme idole Niki Lauda. D'accord. Et Nigel Mansell, et bien sûr Senna, mais sans oublier Prost, parce que je suis quand même français. Il y a des mecs que j'admire, c'est sûr. Il y a le film sur Lauda qui m'a beaucoup sensibilisé. Maintenant, il y a un film qui m'a sensibilisé, mais qui me débecte. J'en connais ni le titre, ni ceci, ni cela. Pourtant, je suis allé le voir. C'est une sacrée histoire. Du reste, je voulais absolument voir ce film. Je dis, merde, je ne peux pas y aller tout seul. Je demande à une de mes secrétaires de venir avec moi. Je dis, moi, je suis un peu miro, je veux bien me placer, je veux être au moins un quart d'heure en avance. Ah oui, mais c'est qu'on est resté que 3, je crois, dans la salle. C'est le film sur Armstrong et toutes ces, ces tricheries, toute sa compagnie tricheuse. Et donc ça m'a vraiment débecté. J'en savais des prémices, mais à ce point-là, bon. Et je veux dire, quand on triche dans le sport, on n'est pas respectable. Vous pensez que ça, c'est la face obscure de la science? C'est de la science, mais c'est pas du sport. Donc là, faut pas confondre. Quand quelqu'un chez moi, il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son toubib, il a un arrêt de travail. Quand tu es cycliste, on te donne un produit et tu continues de pédaler. Moi, je veux bien. J'en ai souvent parlé au président de la fédération et à l'ex-président qui est aujourd'hui président de l'Union cycliste internationale, que c'est un ami, David Lapartien. Je lui dis, mais attends, des ordonnances comme ça, le gars, il ne doit pas courir. Ah oui, mais il y a des enjeux économiques, machin, truc, équipe. J'ai bien compris tout ça, mais pour moi, c'est incompatible. T'es malade, tu ne dois pas prendre des produits de pan pour te soigner. Enfin, tu les prends, d'accord, mais tu cours pas. Je peux pas admettre ça, quoi. Et puis, bon, il n'y a pas que pour ça. Les mecs, ils étaient tous asthmatiques. Ils disaient, on va recruter dans les hostos bientôt. Je peux pas l'admettre, quoi. Ça, c'est tricher. Et que tricher, c'est piquer des prix d'un autre qui aurait pu gagner, des contrats qu'il aurait pu avoir. C'est des effets collatéraux, quand même. Hein. Donc, c'est des effets collatéraux, mais il y en a qui, ça leur est passé sous le nez, quoi. Ils ont perdu un contrat, ils se sont peut-être même fait lourder. Est-ce qu'ils n'avaient pas assez de résultats? Donc, non, là, je n'admets pas la tricherie. J'ai horreur de ça. Il y a un autre truc que j'ai horreur, c'est les privilèges. Je ne peux pas sentir les privilèges. J'ai un rendez-vous avec un médecin. Je ne veux pas dire à ma secrétaire, c'est le boss du labo. Hein. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Je suis le dentiste, je suis un toubib. Alors, c'est vrai que Châteauroux, c'est baisé. Hein. Ils sont tous sympas avec moi. Mais ça me gêne. Ça me gêne. Est-ce que je peux prendre la place d'un autre qui est peut-être plus urgent, quoi, qui a besoin urgemment de son rendez-vous plus que moi? Et j'ai horreur des privilèges. Si je me fais avoir je me fais arrêter par un flic et j'étais en excès de vitesse, ben, je ne veux pas dire, vous savez, hein, je suis caissière Fugnou, je suis PDG du laboratoire, machin truc. Jamais je ferai ça. Si je me suis fait baiser, j'ai ma prune comme tout le monde. J'ai horreur des privilèges. Quel endroit que vous préférez dans le Berry? Quel endroit? Ouais. J'adore Gargilès, hein. Ça, c'est vrai que j'aime bien Gargilès. J'ai toujours vendu ma ville et mon département. Et je le dis avec beaucoup de sincérité. Je veux dire qu'on a une qualité de vie qui est incroyable. On a des gens qui sont globalement besogneux, qui sont des gens courageux. Globalement, on a cette chance. Des gens qui sont corrects, qui sont à l'heure, qui sont travailleurs. On a des chances extraordinaires. Quand vous allez en banlieue parisienne, eh ben, personne à l'heure. Alors on peut comprendre aussi le pourquoi, la circulation, machin truc, mais il y en a toujours qui sont toujours en retard. Hein. Et c'est pas les mêmes mentalités, on peut pas comparer, je veux dire. Donc ici ils sont des gens impliqués, quoi.
Enfin, moi, j'ai cette chance d'avoir des gens impliqués. Je ne sais pas si tout le monde pareil, mais moi, j'ai des gens impliqués que j'aime beaucoup. C'est vrai que je vais beaucoup dialoguer avec eux, je vais déconner avec eux, plaisanter avec eux, mais me foutre de leur gueule aussi. Mais ils savent me le rendre. Et c'est ça que j'apprécie. Ils savent me le rendre. Pour moi, je suis un ouvrier comme eux qui a des responsabilités différentes. Pour l'entreprise, vous pensez vraiment que le siècle qui arrive, le 21e siècle, ce sera le siècle des plantes? Ou ce sera plutôt la pharmacie de synthèse? On ne peut même pas comparer le chiffre d'affaires réalisé avec les plantes, contrairement à la synthèse, il est ridicule. C'est de l'ordre de quoi, 5%? Pas même. Donc c'est vrai que les plantes, ça augmente. Alors que si on passe de 3% à 4%, on va crier « Oh, victoire !» La plante, ça sera ridicule par rapport à la synthèse. D'abord, parce que c'est pas remboursé. C'est après, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Quand tu bois du thé, bah, tu as fait de la phyto, quoi. Donc, non, mais c'est de la plante. Et le café, kiff. Hein. Donc, je veux pas dire le pinard, c'est pareil. Non, mais je veux dire, après, ça dépend comment on comprend les chiffres. Hein. Non, mais enfin, ça sera toujours ridicule face à l'industrie pharmaceutique. Hein. Et quand vous parlez de beaucoup de gens, vous avez une idée, vous, du nombre de clients ou de personnes qui ont un jour consommé des produits Fenio? Ah oui, ben, j'ai une idée assez précise. Moi, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a 7-8 millions de gens qui ont pris des produits Fenio. Au bas mot, hein. Au bas mot. J'en ai à peu près 1 million, 1 million 2 par an. Avec l'antériorité. D'accord. Il y en a qui vont me prendre des produits aujourd'hui, et puis qui vont être 3, 4, 5 ans sans me prendre. J'ai même vu des gens, enfin eux, à l'expédition, des fois ils viennent me le dire, ils m'envoient des bons de commande qui ont 20 ans. Les prix sont plus les mêmes, on s'en fout, mais c'est collector, quoi. Donc il y en a qui, ça reste des exceptions, hein. Ça reste des exceptions. Ça fait plus de 10% de la population française. 10%, c'est sûr, oui. Ouais. Ouais, la phytothérapie, il y a à peu près un Français sur 2 qui a utilisé un jour dans sa vie de la phytothérapie. Mais de la vraie, hein. Je ne parle pas du phytomédicament, je parle de vraiment sans ordonnance, remboursable. Donc il y a quand même un marché face à l'industrie pharmaceutique. C'est David contre Goliath, mais enfin c'est quand même David qui a gagné. Christian Fenio, je vous remercie infiniment pour la discussion, c'était passionnant. C'était passionnant pour moi aussi. Bon bah super. Merci. Hello, merci d'avoir passé ces instants en ma compagnie. Quelques petites choses. Les références de l'émission sont bien sûr sur Facebook, c'est Goodberry Podcast. Si vous voulez me contacter pour me faire un retour ou me laisser des idées d'invités, c'est par mail, goodberrypodcast tout attaché @gmail.com ou par LinkedIn ou Instagram. Je réponds toujours. Dernière chose qui compte énormément pour moi, c'est vous demander de parler du podcast autour de vous, de partager les épisodes sur vos réseaux ou de mettre une note 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. C'est le seul moyen de faire exister Goodberry au milieu des géants du podcast en France. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine avec une invitée inspirante. D'ici là, portez-vous bien.